Quand on a commencé l'activité, il y en a beaucoup qui nous ont pris pour des fous, que ce soit dans le zoning de métier, etc. C'était un petit peu là, on souriait quoi. Et puis au fur et à mesure du temps, avec la ténacité des trois cousins, les gens ont compris qu'on n'était pas là de manière en tout cas éphémère. On voulait vraiment rentrer dans le marché. Et c'est ce qui s'est passé, en tout cas jusque maintenant. On est vraiment en croissance et c'est ce qui se passe. Bonjour et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs inspirants. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Thomas Knockart, cofondateur des Chips de Lucien. Bonjour Thomas. Bonjour Geoffroy, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, ce podcast est enregistré en partenariat avec Interphone, l'opérateur télécom 100% dédié aux entreprises, et YouMovie, le spécialiste du média pour entreprises, vidéo et aussi podcast. Et donc Thomas, c'est un peu avis de tempête aujourd'hui. Je vois que tu es arrivé avec le vent dans le dos peut-être. Un petit peu les cheveux au vent, exact. Ouais, donc chers auditeurs, si vous avez un petit peu de grisille dans le micro, désolé, mais ce sont les aléas de... Les aléas du direct. Donc, première question, Thomas, une question très facile. Qui es-tu, Thomas ? Alors, Thomas Knockart, je suis agriculteur, j'ai 38 ans, 3 petits-enfants et une charmante épouse. Et donc, tu es cofondateur avec tes cousins des Chips de Lucien. Comment est-ce qu'on passe d'agriculteur à producteur de chips ? Ah, ça a été effectivement donc, un grand changement dans nos vies, une grande réflexion aussi. En fait, le but était de se rapprocher du consommateur. Le monde agricole aujourd'hui est un monde qui est de moins en moins compris, qui est représenté par maintenant une minorité, alors qu'avant c'était plutôt l'inverse. Et donc, nous avons en fait voulu se rapprocher du consommateur pour pouvoir discuter beaucoup mieux de notre métier. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire un produit fini, parce que c'était beaucoup plus facile de discuter avec eux à partir du moment où on avait un produit à promouvoir que de rester dans nos champs, faire de la poussière et du bruit pendant qu'eux faisaient des barbecues. C'était quand même moins sympathique pour pouvoir discuter avec eux. Ouais. Donc voilà. Comment on arrive à la chips ? C'était un brainstorming Donc en fait, on a une passion commune avec les trois cousins, c'est qu'on adore la pomme de terre. Et aujourd'hui, en pommes de terre, il faut savoir que nous sommes le pays le plus transformateur de pommes de terre au monde, la Belgique. Sauf que c'est uniquement en frites et pas en chips. Et donc, la frite, on s'est dit, c'est possible de le faire, sauf que se démarquer par rapport à la concurrence, à mon avis, était beaucoup plus compliqué. Et donc, nous avons décidé de faire la chips comme nous sommes des fans d'apéro. Et en plus, avec ces chips, on a su se démarquer, puisqu'une frite, c'est une pomme de terre coupée et puis terminée. La chips, avec son aromatisation, aujourd'hui industrielle, qui consomme des chlorures de potasse, des exhausteurs de goût, qui mettent de la chimie dans les paquets, des conservateurs, etc. On avait vraiment là une possibilité de se démarquer, puisque nous, tout est 100% naturel. On n'a pas d'exhausteur de goût. Pas de chlorure de potasse, on a vraiment un produit qui est sain. Alors évidemment, c'est beaucoup mieux de manger de la salade, on est bien d'accord, tous les matins, mais quitte à manger et quitte à se faire plaisir avec des apéros, autant prendre les moins mauvais possibles. Et donc les chips de Lucien répondent tout à fait à cela. Et donc c'est en ça qu'on arrive à se démarquer par rapport à la concurrence. Ils sont moins gras également, et donc c'est comme ça que ça a pris. À côté du produit, un des éléments, je pense, aussi de votre succès, c'est le côté authentique, notamment qu'on retrouve dans le nom. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'est ça. Donc au départ, on était au café avec les cousins et on se dit, mais enfin, c'est quand même terrible parce que d'un côté, il y avait l'agribashing et donc nous sommes des gens qui sont fort investis dans notre métier et donc on est vraiment des passionnés. Et donc le fait qu'il y ait de l'agribashing, etc., nous personnellement, ça nous atteignait quand même assez fort. Donc l'idée de se rapprocher du consommateur était là. On avait aussi une volatilité au niveau de nos prix de revient et donc de notre chiffre d'affaires. Et donc on avait vraiment envie de stabiliser ça. C'est comme ça qu'on a décidé donc au café en discutant de faire ces chips de Lucien. Et donc le côté authentique, il vient vraiment du fait que nous sommes agriculteurs
Et nous avons en fait vraiment décidé de transformer notre produit qui est issu de nos champs, de notre production. Et on voulait quelque part transposer le modèle familial agricole dans un modèle entre guillemets artisanal industriel entre les deux, puisque bon, c'est une activité artisanale, mais qui est quand même basée dans un zoning industriel et on a quand même des machines qui nous aident à la fabrication. C'est pas à la main, en fait. C'est pas 100%. Chaque chips n'est pas coupé à la main, non. Et donc, on a quand même des machines pour nous aider. Et donc, en réalité, on s'est dit, mais enfin, il y a vraiment quelque chose à faire. Et on s'est dit qu'il fallait un nom qui nous réunisse tous les trois. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris le nom de notre grand-père, Lucien. Et donc, c'est devenu les chips de Lucien. Donc, voilà. Oui, effectivement. Raconte-nous, c'est quoi une journée type de Thomas ? La journée type, oui, aussi de Thomas, mais même des autres cousins. En fait, c'est ça qui est un peu atypique chez nous. On est une somme de 3 cousins indépendants. Et donc, on a réparti le travail de manière à ne pas s'influencer les uns les autres. Donc, on a 2 métiers. On a le premier qui est agriculteur avec notre activité, mais là, on est totalement indépendants les uns des autres. Donc, on habite à 3 km l'un de l'autre. Et en réalité, on est totalement indépendants. Donc là, on ne sait pas ce que l'un et l'autre fait. Voilà. Mais comme nous sommes indépendants, ça nous plaisait bien de conserver ce statut d'indépendant dans une communauté. Donc, on a réalisé cette communauté des 3 cousins pour les chips. Donc, on a mutualisé un outil de transformation et donc là, on est associés. Mais on a réparti le travail en étant indépendants les uns des autres. Donc, je ne sais pas, moi, je ne saurais pas dire une journée type d'Antoine ou de Stani. C'est impossible pour moi puisque je ne sais même pas ce qu'ils font. Je sais qu'ils remplissent tout à fait bien leurs tâches dans notre communauté, qui est les chips de Lucien. Mais on ne sait pas ce que l'un et l'autre fait puisque le job doit être rempli à 100%. Et on a vraiment une répartition qui est très claire des tâches. Et donc, pour ma part, une journée type, c'est entre 6h et 7h30, je fais des papiers à la ferme. Comme ça, je vois un petit peu les enfants le matin. À partir de 7h30, alors là, généralement, les hommes de la ferme sont arrivés. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Et alors, vers 8h, on va dire, je vais aux chips du matin. Et alors, l'après-midi, je retourne à la ferme pour la gestion quotidienne et être avec les hommes, etc. Et donc, ça, c'est une journée type. Maintenant, il y a des rendez-vous qui peuvent être ferme ou chips. Mais généralement, j'essaie que les rendez-vous chips soient le matin, les rendez-vous ferme soient l'après-midi. Après, vous connaissez le problème des agendas. Et donc c'est ça un peu le souci qu'on a. Mais quelque part, on a su structurer les choses aux chips et à la ferme que pour pouvoir avoir des hommes de confiance tant aux chips qu'à la ferme. Et donc, ça nous permet vraiment d'avoir des équipes structurées et très efficaces. Oui, j'allais te demander, là, parce qu'une vie d'agriculteur, c'est déjà très intense. Donc, comment est-ce qu'on concilie cette vie-là avec une vie d'artisan industriel, mais par la délégation? Oui, c'est ça. Oui. Donc, en fait, au départ, on était agriculteurs et à l'époque, on avait encore un peu un semblant de vie de famille. Puis, on a décidé donc de faire les chips de Lucien. Là, on est vraiment parti dans un agenda très, très, très full. Et c'est ça qui est aujourd'hui parfois un peu compliqué, c'est de pouvoir mener de front les chips, la ferme et la vie de famille. Et donc, pour ça, j'ai une famille qui m'entoure très conciliante et qui comprend tout à fait les aléas de l'entrepreneuriat. On va dire ça comme ça. Quel conseil te donnerais-tu à toi-même à 18 ans ? Bon, tu n'es pas très vieux, mais en tout cas, si il y avait un conseil, si tu pouvais te souffler à l'oreille à toi à 18 ans, qu'est-ce que tu te dirais? De ne pas avoir d'inquiétude par rapport aux éventuels désirs qu'on souhaiterait faire. En fait, il y a de la réflexion à avoir autour d'un projet, mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire le pas. Parce que si vous réfléchissez trop, vous ne le ferez jamais. Par exemple, les chips, ça a mis 4 ans avant de sortir. C'est ma femme qui m'a dit un jour, t'arrêtes d'en parler, soit tu le fais, soit tu le fais pas. Mais
t'arrêtes d'en parler tout le temps. Et donc, à 18 ans, je pense que c'est un peu le problème. Peut-être, en tout cas pour ma part, c'était sans doute un manque de maturité, l'envie de faire encore des études de côté, enfin d'avoir un peu cette vie d'étudiant qui ne s'arrête pas. Et je pense qu'à un moment donné, quand on est fait pour entreprendre, voilà, hein, on se découvre entrepreneur tous les jours, hein, c'est pas ça. Hein, mais quelque part, si on est fait pour ça et qu'on a envie de faire ça, je pense qu'il faut pas toujours écouter son entourage. Moi, mon entourage, c'est justement lui qui m'a permis de le faire. Mais je pense qu'il y a des belles choses qui peuvent être faites par d'autres personnes et qui n'osent pas. Et donc, je pense qu'il faut, à un moment donné, prendre son courage à deux mains et y aller. Ok. Peux-tu nous partager une anecdote inattendue dans ton parcours et qui est un tournant dans ta carrière ou dans ton parcours entrepreneurial? Tu peux dire il y a eu un avant et un après. Au niveau... oui, ça rejoint peut-être un peu la question précédente. Il y en a une qui est plus douloureuse que l'autre. En fait, on a... Bon, c'est celle qui m'a permis, je pense, de forger le caractère que j'ai. Il y a quelques années maintenant, on avait un projet avec mon épouse qui était de construire des bâtiments, enfin, et une maison unifamiliale. Et donc, en réalité, on a demandé de cette réalisation et on a subi une opposition assez virulente. Ça a duré 4 ans. On est allé dans les tribunaux alors qu'on n'est pas des personnes qui sont procédurières, donc on n'est pas du tout dans ce style-là. Et donc, c'était des amis de la famille, en fait, qui ont été contre nous. Et ça, quelque part, moi, j'étais un peu dans le principe où, quand on est amis, on peut tous dire, on se comprend et on n'est pas l'un contre l'autre. Et là, ça a complètement changé ma vision de la chose et je me suis complètement recentré sur notre famille, notre activité et on s'est battu comme des lions et finalement ça a été... Et à un moment donné, c'est ça aussi grandir, on a l'expérience, en tout cas pour moi, c'est beaucoup d'essais-erreurs et donc quelque part, à un moment donné, il faut se dire que tout le monde n'est pas là. Ça nous ouvre un peu les yeux, je pense, d'avoir une fois un échec comme ça, que ce soit même sentimental, professionnel, mais au moins, en tout cas, cette histoire-là de ma vie, ça m'a vraiment forgé mon caractère et de se dire, ok, quand on entend souvent les personnes qui ont 60, 70, 80 ans qui disent des amis avec une main, on en a assez, mais au final, quand on est jeune, on n'y croit pas toujours, mais je pense que ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et ça m'a aidé d'ailleurs. Mon épouse le dit souvent que mon caractère est plus tenace qu'avant, plus combatif. Donc voilà. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais quelles ont été les réactions de vos proches quand vous avez décidé de démarrer l'aventure Chips de Lucien? Alors au début, étant donné que ça faisait 4 ans qu'on en parlait, mon épouse est dans mon cercle familial réduit, pour eux, c'était pas forcément une surprise. Donc voilà, par contre, quand on a commencé l'activité, il y en a beaucoup qui nous ont pris pour des fous, que ce soit dans le zoning de Mété, etc. C'était un petit peu là, on souriait quoi. Il y a les fermiers qui font des chips. Donc les gens souriaient un peu. Et puis au fur et à mesure du temps, avec la ténacité des 3 cousins, les gens ont compris qu'on n'était pas là de manière, en tout cas, éphémère. On voulait vraiment rentrer dans le marché. Et c'est ce qui s'est passé, en tout cas jusque maintenant. On est vraiment en croissance et c'est ce qui se passe. Donc, mais au début, oui, ça faisait plus sourire. On nous a... on a un peu souri, quoi. Donc, on a un peu souri de nous. Mais quelque part, c'est bien parce qu'ils se sont dit, on va leur laisser un peu le crédit de le faire, mais voilà. Derrière, il souriait quand même un peu. Et dans le milieu agricole, vous êtes plutôt un exemple à suivre ou vous êtes passé du côté obscur de la force? Alors, le problème du monde agricole, c'est que c'est un milieu qui est très fermé. Et donc, il y a, on va dire, 2 types d'agriculteurs. Il y a les agriculteurs qui s'enferment dans leur certitude que bon ben voilà, on est fait pour être agriculteur
Ça a toujours été, ça ira toujours, malgré les aléas qu'on peut connaître dans le monde agricole, que ce soit tant dans le bétail que dans la production végétale. Mais quelque part, il y a d'autres d'autres agriculteurs qui ont une ouverture sur le monde complètement différente, qui ont une ouverture d'esprit, l'envie peut-être ou non de faire des études, ce n'est pas vraiment en lien avec l'ouverture d'esprit, mais qui ont des fois envie de faire les choses autrement. Et donc, il y a vraiment deux oppositions dans le monde agricole. Il y a ceux qui sont là sur des rails en disant bah, voilà, ça a toujours été, ça ira toujours. Et il y en a d'autres qui veulent plutôt se remettre en question. Alors, du côté des personnes qui sont sur des rails et qui ne se posent pas trop de questions parce que ça va aller, eh bien, inévitablement, ces gens-là se demandent un petit peu pourquoi on fait ce genre de choses. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être lié plus à des anciennes mentalités et peut-être des gens un peu plus âgés. Mais autrement, l'autre partie, eh bien, sont des personnes, et encore, il y en a de tout âge, des gens de l'âge de mes parents, même un peu plus, ils nous félicitent par rapport à cette idée. Faut bien comprendre aujourd'hui que le monde agricole, en tout cas de mon point de vue, doit absolument, on opère un tournant là pour l'instant. Et donc on est de plus en plus confronté à des échanges avec le monde. Ici, il y a eu des accords avec le Brésil, donc maintenant on va importer à tort ou à raison, c'est pas moi qui dois en juger, mais quelque part, à un moment donné, il y a de plus en plus d'échanges, on est dans un tournant pour l'agriculture, et selon moi, on doit être multicasquette. Alors, inévitablement, ça incombe qu'il y a des problèmes inhérents à ce fait de porter plusieurs casquettes, notamment la vie en général, qui est plus difficile à mener que quand on a une seule activité. Mais je pense franchement qu'il faut aussi être relativement ouvert. Il y a un ami ici qui s'est lancé dans la production de noisettes. Il y a des gens qui font des gîtes, il y en a qui développent des magasins à la ferme, il y en a d'autres, ça dépend, une ferme n'est pas l'autre. Il y a des fermes qui sont isolées en plein milieu des champs, inévitablement ça n'a pas d'intérêt de faire un magasin à la ferme là-bas. Il y a des gens qui sont situés tout près des grandes villes, wallonnes ou flamandes, enfin peu importe, ou même la capitale, et ils sont là plus enclins à réaliser du commerce. Et donc on voit quand même, au fur et à mesure du temps, que les agriculteurs changent un petit peu d'activité. Et ils délaissent un petit peu, ils consacrent moins de temps à l'activité de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents, on va dire. Et donc, non, il y a vraiment il y a encore deux mentalités dans le monde agricole. Oui, il y a deux écoles. Il y a deux écoles, oui. Donc, voilà. Mais justement, j'aimerais avoir ton avis pour creuser un peu plus ce sujet-là. On a l'impression ici qu'on a une sorte de fondée ou pas fondée, mais de victimisation des agriculteurs par rapport aux industriels et par rapport à la distribution. Maintenant que vous êtes peut-être l'exemple à suivre parce que vous maîtrisez dans votre cas le volet industriel. Quel est ton avis par rapport justement à ça? Est-ce que du coup tu dis c'est fondé ou parce que tu as aussi l'avis maintenant de l'industriel, peut-être de la distribution un jour. Donc est-ce que voilà, ton point de vue change par rapport à ça? Nous, on avait l'envie de se diversifier. On l'a fait, ça a été rendu possible par la force des trois cousins, parce que seul aussi, c'était impossible. Donc, entre le fait de le vouloir et de le faire, à un moment donné, il faut pouvoir cadrer les choses comme il faut pour pouvoir y arriver. C'est pas non plus très, très facile de se transformer, on va dire, en un transformateur. Oui. Et donc, ça a mis quand même une certaine réflexion. Après coup, nous, on en est très contents. On en est très contents et d'autant plus qu'il y a un peu de lobby autour des chips de Lucien, donc on voit qu'on dérange. Et ça, c'est de plus en plus présent. Et c'est vrai que les industriels qui sont présents sur le marché, eh bien, n'apprécient pas toujours la position qu'on a dans les rayons, etc. Donc on a quand même des remarques qui nous reviennent. Et les gens, par l'amitié qu'on a pu développer grâce notamment à tous nos commerciaux, qui sont sur la route, eh bien, qui ont un très bon contact avec leur clientèle, eh bien, il y a des retours qui nous reviennent en disant ah ben il y a eu telle ou telle entreprise qui s'est un petit peu plaint parce que tu prends de plus en plus de place dans le rayon, etc. Donc on voit que le chemin qui est pris est le bon, mais
il y a quand même un petit peu des embûches qu'il faut éviter et on nous mettra de plus en plus d'obstacles sur la route. On voit qu'on dérange et donc à un moment donné, il faut vraiment être armé de motivation pour pouvoir aller encore plus loin, quoi. Mais oui, mais en tant qu'industriel, je veux dire, est-ce que tu te dis qu'on devrait revaloriser? Est-ce que ton point de vue, c'est de dire qu'on devrait revaloriser et il y a la possibilité surtout de revaloriser les achats par rapport aux agriculteurs? Oui. Maintenant, avant, les agriculteurs, il faut savoir qu'ils transformaient eux-mêmes. Donc en fait, il y avait énormément de gens qui faisaient du beurre, qui faisaient du fromage eux-mêmes, etc. Aujourd'hui, par facilité de 1, par nécessité de se focaliser sur une seule activité de 2, les agriculteurs et le monde industriel, ça a été de plus en plus séparé. Donc au début, il y avait des coopératives, puis les coopératives ont été rachetées, ça c'est de manière générale, mais il y a encore des coopératives qui existent, mais il y a eu des outils qui sont devenus de plus en plus grands en termes de production, que ce soit chez l'agriculteur, ou en termes de transformation. Et donc, à un moment donné, ces outils de transformation aussi, je pense par exemple à la betterave, qui était un outil wallon, a été revendu à des Allemands. Et donc, aujourd'hui, il y a un chemin qui est de plus en plus grand entre la production et la transformation. Donc, il n'y a vraiment plus de lien entre les deux. Ça devient des relations économiques et qui sont de plus en plus dures. Donc, nous, maintenant qu'on est forcément du côté transformation, ben oui, je pense qu'on doit tous se réapproprier son outil de transformation. Ça, c'est mon idée. Maintenant, encore une fois, si tout le monde demain fait de la chips, ça n'ira pas. Donc, j'encourage tout le monde à faire ce qu'il a envie, mais quelque part, si on fait tous la même chose, ça n'ira pas non plus. Et donc, et tout le monde n'a pas forcément l'envie de le faire, parce qu'il y a des situations qui ne permettent pas non plus la transformation. Il y a des gens qui, d'un point de vue humain, n'ont pas l'envie, n'ont pas les possibilités, parce que les parents ne sont plus sur la ferme. Nous, on a eu quand même une énorme chance quand on a commencé. Et c'est ce qui a rendu aussi les choses possibles, c'est d'avoir un environnement familial proche qui nous a permis de le faire. Tant au niveau conciliation de vie-famille qu'au niveau gestion de la ferme qui continue à exister. Donc en fait, nos parents, nos épouses nous ont permis de pouvoir avoir un deuxième métier, quoi. Et donc toutes les structures agricoles ne sont peut-être pas enclins non plus à le faire d'un point de vue de volonté ou d'un point de vue possibilité, quoi. Ça, c'est deux choses. Et avec la distribution, ça se passe comment? Parce que vous n'êtes toujours pas présent chez... On ne va pas le citer, mais je suis le distributeur chez qui je fais mes courses et ça me frustre. Ah, voilà. Et donc, en fait, on est partout. On est partout. Enfin, on est partout. On est chez Deleuze, on est Carrefour, Intermarché, on est chez Jumbo. Donc, on est vraiment présent chez des gros acteurs. Même dans les pompes. Même dans les stations pétrole, etc. Et donc dans les magasins de produits locaux, dans les magasins bio, les bio-shops exclusifs, on a une gamme bio exclusive. Et donc oui, on est présent partout, sauf une grande enseigne, bon, que je n'ai pas citée forcément. On peut la citer, c'est pas... Vous n'êtes pas chez Colruyt, pourquoi? Voilà, il y a une politique différente qu'on a du mal à comprendre, mais voilà, on œuvre pour que ça se passe. Maintenant, c'est leur choix ou c'est votre choix par rapport au prix qu'ils vous donnent, par exemple? Non, au départ, c'était notre choix parce qu'on n'avait pas la capacité de production pour le faire. Oui. Et aujourd'hui, c'est leur choix. Ah oui, okay. et donc, on ne sait pas si c'est je t'aime moi non plus ou si... Enfin bref, on se pose un peu des questions parce qu'il rentre quand même de plus en plus de produits acteurs locaux et les chiffres de Lucien n'en font pas partie. Donc voilà, sans doute on aura un jour notre tour, mais c'est pas pour tout de suite. S'ils nous entendent, écoutez votre consommateur que je suis. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. En fait, ils ont des hockey et en réalité, ils essayent toujours le produit, la nouveauté dans les magasins hockey. Donc, on a fait ce test-là. Il faut savoir en fait que notre répartition nous de vente est 75% en Wallonie. Donc on est peu présent. Wallonie-Bruxelles.
Et donc, on a 5% d'export, plus ou moins, et donc 20% en Flandre. Donc, on est très peu présent dans un territoire qui est plus densifié. Donc, en termes de personnes touchées, les 3/4 de notre chiffre d'affaires se fait avec moins de personnes que ce qu'on pourrait faire sur l'ensemble de la Belgique. Et donc, c'est ça qui est un peu dommage. On a une mauvaise répartition au sein de la Flandre. Et quand on essaye dans les magasins OK, pardon, eh bien, on doit être présent dans l'ensemble des magasins. Il y a 120 magasins plus ou moins lors du test il y a 18 mois. Et dans ces magasins-là, il y a une répartition qui est la suivante. C'est plus ou moins, je pense, 20 en Wallonie, 10 à Bruxelles et le reste en Flandre. Et donc, Wallonie-Bruxelles, on était en rupture, parce qu'on ne pouvait pas passer, mais de manière incognito, avec nos commerciaux, on passait quand même et on voyait que les chips étaient en rupture. Et sur les 3/4 des magasins Bioquet, ça se vendait moins puisqu'ils ne connaissaient pas le produit. L'idée, demain, c'est de pouvoir vraiment assurer un service commercial flamand plus important. D'ailleurs, on vient d'engager ici maintenant une personne qui va commencer début février pour faire la partie ouest de la Flandre. Et donc, c'est vraiment d'avoir un ancrage de plus en plus fort aussi en Flandre, parce que là où on est, ça marche bien. Mais il y a encore beaucoup d'endroits où on n'est pas. Donc, sans doute, après, on pourra peut-être distribuer les cartes avec l'ensemble des acteurs de la distribution. J'espère que voilà, le message est passé. Le message est passé. En tout cas, à l'inverse, je vous avais découvert, moi, grâce au Deleuze de Mettez à l'époque. Ah, voilà. Oui, ça, c'est dans le tout début, j'imagine. Ça, c'est notre chaudron, c'est notre région. Et au niveau international, ça se passe comment? Alors, nous, il faut bien comprendre que l'outil de transformation a été créé pour assurer la pérennité des exploitations. Donc en fait, nous on vend des chips à tout qui veut acheter. On n'a pas d'idée préconçue sur une telle ethnie ou une autre. Il n'y a pas à avoir ça. Par exemple, on a essuyé quelques critiques lorsque on est rentré chez Brussels Airlines et Air Belgium. Les avions ne volent pas plus parce qu'il y a des chips de Lucien qui sont dedans. Faut quand même rester correct. Et donc, l'idée, c'est vraiment de transformer la pomme de terre. Donc aujourd'hui, on est à 7% d'autoconsommation. Ça veut dire que sur 7% de notre production de pommes de terre, eh bien, elles sont allouées à la fabrication de chips. Donc on a encore 93% de pommes de terre que l'on travaille avec d'autres personnes, mais pas avec les chips de Lucien. Et donc ça nous frustre terriblement. Donc l'idée, c'est de pouvoir augmenter nos ventes, de transformer plus de pommes de terre. Pour transformer ces pommes de terre de manière plus large, on est allé à des salons en Allemagne, en France, et donc qui nous ont permis de toucher un autre type de clientèle que la distribution belge. Et on a déjà exporté, par exemple, en Corée, en Chine. On a déjà exporté, on a un client en Scandinavie, en Hollande, aux États-Unis. On fait les grands écarts, hein, mais tout ce qui est au sud de l'Europe, etc., aujourd'hui, c'est vraiment fort prisé par les grandes marques que l'on connaît. Et autrement, voilà, ça c'est un petit peu l'ensemble des pays que l'on a déjà, vers lesquels on a déjà exporté en container. Maintenant, il y a une demande ici sur le Brésil qu'on est en train de traiter. Et alors, il y a aussi maintenant un contrat qu'on vient d'avoir pour des chips halal. Et donc, on va développer une gamme de chips halal. Et alors, on est également sur un projet cachère, mais ça qui traîne déjà depuis une bonne année. Mais donc, ça, ce serait pour les États-Unis également. Donc voilà, et l'Angleterre. Donc, la prise de décision est un élément clé dans la vie d'entrepreneur. Est-ce qu'il y a une décision difficile que tu as dû prendre et qui a été formatrice pour toi? Les décisions difficiles, c'est... En fait, on travaille énormément sur la confiance parce qu'on est jeune, entrepreneur, avec aujourd'hui des mentalités dans l'entrepreneuriat, avec des taux de réussite, avec en fait, ils ont des scores, etc., à atteindre, etc. Nous, on n'est pas du tout dans ce principe-là. On est une entreprise familiale basée sur
basé sur un petit peu l'éducation qu'on a pu avoir au sein du monde agricole. Quand on achète un tracteur, on signe pas de papier. Enfin bref, on est des gens des hommes de la terre, on va dire, et on a voulu transposer ça au modèle de la transformation chez Lucien. Et donc, on fait énormément confiance aux gens. Parce que j'estime que moi, si je travaillais dans une entreprise, je ne voudrais pas que mon patron soit au-dessus de mon épaule en train de regarder ce que je fais, parce qu'on a tous des hauts, des bas. Et je pense que c'est la régularité de la personne qui est importante plutôt que ses scores, un bon mois et un score un moins bon mois. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Il faut vraiment de la régularité et de la motivation tout au long de l'année. Mais nous, on challenge peu c'est pas moi qui vais faire naître en eux une flamme. Le courage, la motivation, ils doivent l'avoir. Et c'est en cela qu'ils doivent rentrer avec nous dans une structure dans laquelle on leur fait confiance, etc. Mais moi, j'ai toujours peur de faire des scores, etc. À partir de ce moment-là, ils vont peut-être commencer à faire des erreurs, pousser trop fort le produit. Il y a des magasins dans lesquels il ne faut pas pousser de trop parce qu'ils ont peut-être une plus petite structure de vente. Et donc, à un moment donné, on a fait confiance à des personnes qui ne nous l'ont pas forcément rendu. Et donc là, pour moi, c'est un échec. C'est moi qui me suis trompé lors de l'engagement. Moi, je parle des commerciaux. Stani, lui, c'est plutôt la production. Antoine, c'est plutôt tout ce qui est technologie. Mais au niveau commercial, on a eu ça et là, quand même, on a essuyé quelques échecs au niveau recrutement. Que j'assume, mais ça pour moi ça a été une décision qui a été dure à prendre au niveau du licenciement. Je n'aime pas ça parce que pour moi c'est moi qui me suis trompé, c'est pas eux, c'est pas eux qui ont fauté, ils ont fauté par rapport à moi, enfin par rapport à l'entreprise, mais c'est moi qui me suis trompé en les engageant parce que j'aurais peut-être dû voir qu'ils allaient fauter. Et en donnant cette confiance, il y en a qui en profitent et ça c'est les décisions les pires pour moi, c'est le licenciement. Quelles sont tes sources d'inspiration majeures entrepreneuriales, des lectures, des mentors, tes expériences vécues? C'est ce que je disais tout à l'heure. La vie est tellement remplie l'agenda est tellement plein, week-end compris, de travail ou de sorties, etc., que pour l'instant, depuis 5 ans, je n'ai plus ouvert un seul livre. Je consomme très peu les réseaux sociaux. Dire ou des vidéos, des podcasts, mais non plus. je consomme très très peu de vidéos. Il y a sur les réseaux sociaux, il y a... Hakim Ben Othman, qui est un homme qui a créé les Kebab Halal. Et donc, voilà, lui, c'est vrai que j'ai déjà écouté beaucoup ses vidéos. Il y a d'autres entrepreneurs inspirants. Par exemple, j'ai eu l'occasion de rencontrer Eric Mas plusieurs fois. Donc, ça, c'est plutôt à l'échelle wallonne. Et donc, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est quelqu'un qui est très intelligent et qui, à chaque visite, nous fait vraiment découvrir. À chaque fois, il arrive avec une nouveauté. On se voit peu, mais à chaque fois qu'on le voit, c'est vraiment des rendez-vous de qualité. Et alors, j'avais rencontré à l'époque Jean-Pierre Ludgen, qui est le fondateur d'Icewatch, et qui lui aussi m'a fait, lui, je dis que la flamme, c'est pas à moi à la faire naître, mais lui, il a quand même poussé l'intensité de la flamme qui était en moi. Donc c'est quelqu'un qui était motivant, captivant. Maintenant, j'ai plus eu l'occasion de le voir, mais on s'est vu plusieurs fois. Et donc, c'est vrai que des entrepreneurs comme ça, c'est très inspirant. Et puis, alors, on oublie quand même beaucoup, mais le cercle familial, donc... même si le monde agricole n'est pas vu comme un monde entrepreneurial, pour moi, ça l'est à 1000% parce que c'est vraiment un monde où on doit se remettre en question. Et nos parents, parce que nous, on est issus d'une famille d'agriculteurs flamandes, il y a 3 générations, ils sont arrivés avec leur voiture et sans un sou en Wallonie. Et ils ont quand même pris leur courage dans leurs mains en se disant ok, on va créer quelque chose. Et 3 générations plus tard, eh bien, on voit que inévitablement la mentalité qu'ils ont eue, qui nous a été transmise par nos grands-parents, nos parents, a permis de créer quelque chose. Et donc
le monde agricole, pour moi, est un exemple aussi d'entrepreneuriat. Donc, Notamment la mentalité du travail, j'imagine. oui, bien sûr. Et c'est des fois en cela qu'on est très peu compris par le commun des mortels. Si tu pouvais inviter n'importe quelle personnalité, vivante ou décédée, pour un lunch, qui choisirais-tu? Peut-être une que tu as citée ou quelqu'un d'autre, si tu peux. Ça, c'est une question. Il y a nos limites. Hein, donc. C'est une question que je n'ai jamais pensé. C'est pour ça que je la pose. Sarkozy dit toujours que s'il avait une personne à inviter, il inviterait Dieu. parce que voilà, bref. Ressusciter, c'est pas anodin, mais et autant d'années après, avoir des gens qui vous suivent et qui vous écoutent encore, c'est pas anodin non plus. Mais si j'avais une seule personne à inviter, ce serait probablement mon grand-père Lucien, mais qui n'est plus là. C'est pour ça que je l'inviterais, parce que en fait. Ma grand-mère m'a toujours dit que je lui ressemblais beaucoup et il avait 4 ans j'avais 4 ans quand il est décédé, donc c'est peut-être une des personnes que je souhaiterais rencontrer. Voilà, ça n'arrivera pas, mais c'est peut-être une des seules personnes, oui, que je souhaiterais. Tu voudrais rencontrer. Oui, c'est chouette. Comment est-ce qu'on fait pour rester motivé dans les périodes de doute ou de stagnation dans son parcours entrepreneurial? L'avantage qu'on a d'être 3, c'est qu'on n'a jamais la flemme en même temps. Oui. Donc, déjà être trop, ne pas être seul. Ne pas être seul. Honnêtement, moi je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et moi en tout cas, tout le monde a des bas, baisse de morale, baisse d'envie, ou ça c'est tout à fait humain. Mais par contre, moi je ne le montre jamais. Et donc, mon épouse le voit évidemment, mais je sors de la maison, ça ne se verra pas. Et ça, je pense que c'est... Mais quelque part à la ferme, quand ça va moins bien, j'ai énormément de chance d'avoir des personnes de grande qualité autour de moi. Et moi, en ne le montrant pas, je ne vais pas induire une diminution de motivation dans mon équipe. Et donc, peut-être, ils me voient peut-être un peu moins à ce moment-là ou des choses comme ça c'est possible. Mais quelque part, je pense que c'est vraiment l'entourage qui va faire que vous allez pouvoir ressortir de votre impasse. Ça, je pense vraiment, je crois vraiment en l'entourage, moi, dans une entreprise, dans la famille. Enfin, c'est vraiment l'entourage qui va te permettre de te sortir de tes travers, d'un ennui ou l'autre. Et on le conçoit très peu, mais derrière un entrepreneur qui réussit ou qui malheureusement peut rater, parce que ça fait partie du monde de l'entrepreneuriat, eh bien, on sous-estime beaucoup, je trouve, l'entourage et la pression peut-être aussi qu'ils ont insidieusement. Voilà. Je pense vraiment que mon épouse et même les enfants, enfin bref, l'entourage proche familial est très important. Votre marketing et votre communication sont assez efficaces. Je veux dire, partir d'une chips qui est assez commun comme produit, je vais vous arriver quand même à une notoriété. Je fais un peu un parallélisme avec, parce qu'on avait reçu Julien de Frites à Papa qui ont aussi un marketing très fort aussi. Comment est-ce que vous faites justement? Comment est-ce que ça se passe comment au niveau de votre marketing et de votre communication? Donc ça, l'idée est de gérer ça à 3 dans le sens où on veut que ça quand même corresponde à la mentalité des 3 cousins. Et pour éviter justement de faire des conciliabules perpétuelles, on a mandaté une entreprise qui nous connaît pour notre marketing. Beaucoup plus facile. Ce n'est pas une société lambda. C'est quelqu'un qui avant venait travailler à la ferme, qui travaillait chez RTL. Son épouse travaillait au Parti Socialiste dans le marketing. Et quelque part, ils ont décidé à un moment donné d'arrêter leur métier et d'avoir une société qui permet de promouvoir des petites entreprises. Et donc, nous, on s'est dit, on veut travailler avec lui, son mari, donc l'homme du couple, en fait, venait travailler à la ferme, et donc il nous connaît, et il connaît déjà notre ADN, notre manière de travailler, et je pense que c'est vraiment en ça que réside le succès du partenariat qu'on a avec eux, et notamment la qualité de leur travail.
parce qu'ils nous connaissent et donc ils savent ce qu'ils peuvent faire, pas faire. Et donc c'est pour ça, je pense qu'ils ont aussi une énergie par rapport au fait qu'on leur fasse confiance à 100%. Et ça, je trouve que c'est un beau reflet de notre mentalité de pouvoir déléguer à 100% une tâche à des gens en qui on croit. Et je pense qu'on se révèle beaucoup mieux. Après, il faut avoir le profil pour accepter ce genre de choses. Mais je pense que c'est vraiment un chouette partenariat qu'on a pu développer avec eux. Donc l'authenticité, une fois encore. Oui. Je pense en fait que la base des chips de Lucien, c'est vraiment ça. Je parlais avec un grand patron d'une usine en Flandre. Et donc, lui me disait, et ça m'étonnait d'ailleurs, mais enfin, il emploie 500-600 personnes, c'est un fabricant de matériel agricole. Et donc, il me disait, je suis toujours époustouflé par votre manière d'être. C'est toujours les mêmes personnes que je vois, c'est les mêmes personnes que je rencontre. Vous avez une authenticité qui ne change pas. Et ça, franchement, c'est ce qui vous permet justement d'attirer cette sympathie. Et c'est comme ça que les gens se disent, pourquoi pas goûter leurs produits? Et puis finalement, ils adhèrent ou pas. On espère qu'ils adhèrent quand même en majorité. Et alors, c'est pour ça que ça fonctionne. Et en fait, on a décidé de ne pas être quelqu'un d'autre dans la transformation plutôt que dans la ferme. Donc, on est comme on est, en fait. Donc, et ça, nos employés nous le disent toujours aussi. Quand il pleut, on est toujours un peu plus tendu, alors que fabrication de chips n'a rien à voir avec la pluie. Mais c'est vrai que quand il pleut ou des choses comme ça, ils voient qu'il y a un problème, alors que c'est lié à notre activité agricole. Tout à fait. Donc voilà. Est-ce que tu as remarqué un changement dans le regard des autres par rapport à votre succès entrepreneurial? Non. Notamment les gens qui souriaient Oui. dans le zoning de métier. Mais ça, c'était peut-être... c'était plus de la moquerie, on se dit. Et finalement, ces gens-là, maintenant, sont très contents parce que c'était pas forcément... On a des très bonnes amitiés dans le monde du zoning, dans ce petit monde-là. Mais c'est vrai que de toute façon, nos amis ont toujours, entre guillemets, cru en nous, on va dire. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que non. Bon, moi, personnellement, je ne vois pas de différence par rapport à avant. Il n'y a pas d'intérêt supplémentaire. Pas eu de jalousie non plus. Ça, je pense que ça fait partie du monde dans lequel on vit. On était entrepreneur dans le monde agricole avant d'être entrepreneur dans les chips. Donc la jalousie, on va dire, les gens jaloux sont peut-être manifestés avant qu'on fasse des chips. Oui. puisque dans le monde agricole, que ce soit Stani, Antoine ou moi-même, on s'est développé. Donc voilà, ça, je pense malheureusement que ça fait partie du genre humain, ça fait partie d'un caractère qui, selon moi, est très négatif. Et donc voilà, il y en a qui décident de l'être, mais moi, je me suis toujours dit que si j'avais envie de la situation d'une personne que j'appréciais et que je me disais, voilà, lui, franchement, il a une belle situation et je souhaiterais faire le même travail que lui, faut se lever le matin et le faire. Faut pas penser à lui tous les jours, ça sert à rien. C'est pas comme ça que ça va arriver. Donc c'est vrai que je pense que la jalousie s'est manifestée plus tôt que la fabrication de chips de Lucien. Je dis toujours aussi dans la jalousie, il faut prendre aussi le pack complet. Parce que souvent, on jalouse un élément d'une personne. Mais évidemment. On voudrait pas sa vie, il aurait peut-être sa voiture, mais on ne voudrait pas sa vie non plus. Donc souvent, c'est souvent focus sur un point précis. Non, mais les gens, ils veulent ce que vous avez, mais ils veulent pas ce que vous faites. En fait. Donc, ce que vous faites pour le faire. Et vos dettes, ils ne les veulent pas non plus. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Il faut vraiment voir le package complet, pas juste un élément. Oui, non, ça n'a pas d'intérêt d'être jaloux. C'est quoi ta vision ou votre vision, parce que vous êtes trois, de l'avenir de Chips de Lucien? Comment est-ce que ça va évoluer? En fait, aujourd'hui, donc, on transforme 7% de nos pommes de terre. L'idée ultime, ce serait vraiment de transformer 100%. Bon, c'est présomptueux, mais je pense que l'on pourrait y arriver. Ça pourrait arriver relativement vite, suivant les contrats qu'on peut ou pas décrocher. Après, je pense que ça, c'est nous qui devons bien réfléchir parce que, par exemple, on avait la possibilité ici de produire 10 fois plus de chips que ce que l'on fait actuellement en un seul contrat. Bon, on a décidé finalement de ne pas le faire. La décision a été prise il y a quelques mois parce qu'on avait un accord avec cette personne
qui est en fait une grande enseigne. Et donc, on avait un accord qui nous laissait X% de marge. Bon, peu importe. Quelques mois après, au moment de commander les machines, etc., on devait être prêt pour janvier 2026. Quelques temps après, donc c'était fin d'année 24, j'ai la personne au téléphone qui me dit il faudrait être prêt pour janvier 2025. J'ai dit non, on ne sera jamais prêt, il faut. J'ai dit oui, mais à un moment donné, je peux mettre tout le monde sous pression, mais à un moment donné, ça n'ira pas. Et au niveau des prix, ça a aussi diminué, qui me dit. J'ai dit bon. Et donc finalement, le risque, on gagnait encore notre vie, peu, mais on gagnait, on était au-dessus de zéro, si tout allait bien. Mais ça m'a fait penser quand même à quelque chose. On avait déjà un métier avant. On avait déjà nos problèmes, enfin bref, comme tout le monde. On a fait un deuxième métier, mais il faut toujours, je pense, grandir en ayant la capacité de pouvoir un jour dire non. Parce que si le but est de travailler pour travailler et au final ne plus avoir plus aucune vie de famille, que vous rentrez à la maison, votre maison elle est vide, que tout le monde s'est barré parce que vous êtes tout le temps aigri, stressé, etc. et que plus personne ne veut vous entourer, votre personnel va s'en aller. Enfin, à un moment donné, il faut choisir et il faut prendre les bonnes directions. Parce que c'est pas à eux à dicter ce qui se passe chez nous. Alors, on doit avoir des accords, mais encore une fois, cette relation de confiance, moi, à partir du moment où elle est cassée, c'est fini. Je vais pas aller mettre un plat sur une jambe de bois. On avait des accords qui étaient présents avec cette enseigne-là. Ils sont revenus sur leurs accords, ils sont revenus sur les délais. Je dis non, on ne saurait pas travailler comme ça. C'est pas possible. Et donc ça, c'est une des limites, je pense, que l'on va avoir, parce que dans le monde de l'industrie, on se fout pas mal de votre état de santé, Oui, de la relation que vous avez avec votre personnel. Enfin bref, le but est de mettre tout le monde sous pression. Ouais. Mais je pense qu'on rentre dans une autre ère un peu commerciale. Alors c'est peut-être un petit peu bisounours ce que je vais dire, mais je pense qu'il faut vraiment retrouver des relations de confiance et pérennes. Mhm. Et c'est ça qui nous permettra d'avancer. Donc on veut avancer, on veut arriver à ce 100% de consommation de nos pommes de terre, mais pas n'importe comment. À n'importe quel prix, effectivement. Donc voilà. Justement, par rapport à ce que tu viens de dire, comment est-ce qu'on concilie la vie professionnelle active et la vie de famille ou la vie privée? Difficilement. Déjà, est-ce qu'on la concilie? Et puis si oui, comment? Non, pour l'instant, ici maintenant, c'est compliqué parce que vous avez en opposition deux types de sociétés aujourd'hui. Vous avez les gens qui sont passionnés, convaincus par ce qu'ils font dans leur travail, etc. et qui vont travailler le samedi, le dimanche, tôt, tard, enfin voilà. Et d'un autre côté, vous avez des gens, entrepreneurs aussi d'ailleurs, certains, qui font du 8-16 et qui se disent il faut profiter de la vie, elle est courte, bon voilà. Et je ne mets pas moi en opposition l'un par rapport à l'autre, mais naturellement, ça se met en opposition. Et je dis pas que l'un a raison et que l'autre a tort, c'est pas du tout ça. Mais par exemple, quand mon petit garçon qui a 9 ans me dit « T'es jamais venu me voir au foot ?» et tout le monde est là, papa, maman, etc., et tout le monde est en train de regarder le football, moi, ça me fait quand même poser des questions. Alors moi, j'ai pas envie de fondamentalement changer, parce que moi, je suis comme ça, et puis voilà. Mais quand je vois que ça fait souffrir mon entourage, je me pose quand même maintenant beaucoup plus de questions qu'avant. Avant, je me serais jamais posé de questions parce que j'étais vraiment sûr et puis voilà. Mais je pense qu'il faut quand même avoir une conciliation et il faut quand même avoir à un moment donné, faut pouvoir aussi faire des choses avec la famille qu'on a voulu créer. C'est aussi c'est une petite entreprise en soi aussi, il faut la faire. Il y a l'éducation, il y a la possibilité de ne pas avoir de famille. Donc bien sûr, oui. Enfin, un choix, c'est vrai que c'est effectivement. On dit il y a des relations humaines dans l'entreprise, mais la famille, c'est aussi des relations humaines. Donc il faut que tout le monde se sente bien. Donc il faut aussi concilier. Et voilà, j'inculque les valeurs du travail aux enfants avec mon épouse, mais à un moment donné, c'est vrai qu'il faut pouvoir se déconnecter. Et ça, c'est le plus important. C'est s'endormir serein, etc. Bon, moi, j'y arrive pas. Mais s'il y a quelque chose à faire pour la suite, c'est de trouver une fois un entrepreneur qui, justement, lui, a su se déconnecter et valoriser les moments. Parce que quand vous êtes fatigué, vous travaillez moins bien.
Donc au final, si vous êtes reposé, que vous êtes en paix avec vous-même dans votre relation familiale, ben, vous êtes plus productif au travail aussi. Donc en fait, je pense que c'est bénéfique. Ce serait bénéfique de rencontrer des personnes qui sont déjà passées par là. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, tout à fait. Et de prendre un peu leurs conseils. C'est ça, exact. Et donc pour terminer, est-ce que tu pourrais partager avec nos auditeurs 3 ou tes fondamentaux, en tout cas, de la réussite entrepreneuriale? Je devine que authenticité va arriver à un moment. Oui, c'est ça. Mais à un moment donné, c'est une personne que j'apprécie énormément, qui est dans le monde entrepreneurial, qui me l'a dit. Il ne faut pas changer la personne que l'on est. À un moment donné, vous êtes patron. Eh bien, il ne faut pas, quand vous êtes patron d'une ferme, ben, vous êtes en salopette avec des bottines, etc. Bon, ben voilà, ça c'est... Il y a déjà des gens qui sont arrivés, pas chez nous, mais qui arrivent dans certaines fermes, ils demandent où est le patron, et en fait, c'est la personne à qui ils demandent qui est le patron. Oui. Et, parce que les gens du monde agricole ne se prennent pas forcément toujours au sérieux, enfin bref. Donc c'est vraiment hyper important, je pense, de ne pas changer d'attitude, et ça, c'est hyper... Enfin, pour moi, c'est vraiment une grande valeur. J'ai déjà, quand j'arrive aux chips parfois et que j'ai été voir un champ, j'enlève mes bottines dans le fond, pour ne pas aller salir tous les bureaux. Et j'ai déjà fait un rendez-vous avec une personne, j'étais en chaussettes. Et la personne regarde mes chaussettes et je dis, bah oui, excusez-moi, mais mes bottines étaient sales parce que j'ai été voir un champ avant de venir. Et ça, je pense que c'est important de continuer à être tel que l'on est. Pas être une autre personne, parce qu'à ce moment-là, vous ne serez plus en accord avec vous-même. Donc, vraiment, l'authenticité, c'est hyper important. Et après, c'est un peu bateau, mais c'est à un moment donné, il y a rien qui vient sans rien. Donc, allez, moi, depuis que je me lève plus tôt, etc., ben, je vois que je suis beaucoup plus serein avec moi-même au niveau de la gestion du quotidien. Parce que, tout est fait en ordre tous les jours, tous les mails sont traités, etc., chose qui n'était absolument pas le cas il y a quelques temps. Et donc, c'est vraiment la rigueur. C'est vraiment important de s'inculquer une rigueur de travail. Et c'est cette rigueur-là de travail qui vous permettra d'avoir des temps peut-être libres et donc peut-être valoriser ces moments-là de famille, etc., à ce moment-là. Et donc, c'est vraiment la rigueur qui vous permettra, je pense, d'être bien clair avec vous-même. Et la dernière chose, c'est l'entourage. C'est vraiment d'avoir des gens autour de vous qui croient en vous déjà. Ça, c'est la première chose. Et qui, à un moment donné, quand vous vous égarez, puissent vous le dire et vous avoir l'intelligence aussi de les écouter, parce qu'il ne faut pas non plus être enfoncé dans ses certitudes et de se dire, oui, de toute façon, il n'y a que moi qui ai le bon bout. Absolument pas. Moi, je pense que la remise en question, elle est perpétuelle. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui suis sûr de ce qu'il fait. C'est au fur et à mesure du temps que, je le disais tout à l'heure, c'est des essais-erreurs. Ça, c'est l'expérience. Et donc, il faut se remettre en question. Et donc, quand vous avez votre entourage qui vous soutient et qui est, à mon avis, 80% de votre réussite, quand il vous met un stop, il faut pouvoir l'entendre. Donc voilà. Tout à fait. Est-ce qu'il y a le nom d'un entrepreneur, parce que tu es dans le fauteuil du podcast des entrepreneurs inspirants, que tu verrais bien à ta place sur ce siège? Tu en as déjà cité plusieurs. Mais... Oui, moi, il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je vois peu. C'est Artus de Bouzuy, qui a fondé, qui a repris la société Bister. Et c'est quelqu'un qui a, pour moi, une belle vision, qui a su s'entourer de Geoffrey Lamarche, qui est aussi une personne très très bien, qui nous ont d'ailleurs aidés au début. Et c'est quelqu'un qui je vois très bien, je pense, il serait très bien à ma place aujourd'hui. C'est quelqu'un d'inspirant, c'est quelqu'un qui a une bonne mentalité et qui a ce respect par rapport à tout son personnel et la manière de voir les choses pour le futur. Je pense que oui, il serait très bien dans ce poste-là. On prendra le contact après alors. Très bien. Où est-ce qu'on peut suivre ton actualité et celle des Chips de Lucien? Alors, pour l'instant, nous, on est un peu old school. Moi, j'ai 38 ans, je n'ai pas très réseaux sociaux. On est sur Facebook. L'audience sur Facebook diminue. Donc,
qu'on essaye d'un petit peu se renouveler. Donc, on va avoir des TikTokers qui vont maintenant développer un petit peu avec notre visibilité sur les réseaux sociaux. Et donc, apparemment, on est sur Instagram, mais moi, je ne sais même pas comment on y va. Et donc voilà, sur les réseaux sociaux en général. C'est comme ça qu'on arrive à nous suivre et suivre un petit peu les concours parce que on va mettre en place la possibilité de venir nous voir. Donc on l'a déjà fait une fois, on a eu une séance, on a eu 2 gagnants, ça s'est très bien passé. On fait un farm tour comme on appelle ça, donc on commence à la ferme, on explique notre métier, on termine aux chips et on boit un verre en dégustant des nouvelles références qui vont arriver bientôt. Et donc ça c'est je pense la manière dont on veut communiquer pour le futur. Eh bien, un grand merci Thomas pour ce partage inspirant. Chers auditeurs, nous vous remercions pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour de nouveaux épisodes. Salut Thomas. Merci beaucoup.